Je me suis jamais considéré comme quelqu'un de performant d'un point de vue sportif, quelqu'un d'endurant peut-être, mais si je prends juste l'exemple de la Corse, donc c'est une traversée qui fait presque 600 km qu'on a fait effectivement en 35 heures, ça fait du 20 km/h de moyenne, donc c'est très très lent par rapport à des rythmes de performance réels que tu peux connaître ou que les gens peuvent connaître, celles et ceux qui nous écoutent dans l'univers du cyclisme, avec prétendument, mais des gens qui arrivent à rouler à 50 km/h de moyenne, ce qui me paraît totalement hors de mon champ de compréhension. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Axel Carion est l'un des meilleurs ambassadeurs français du vélo ultra-distance. Voyageur à vélo aguerri, il est l'organisateur du Biking Man, des épreuves de 500 à 1000 km qu'on avait déjà eu l'occasion de découvrir dans l'épisode de Lauriane Placé, l'épisode 147. Des routes du Midwest américain aux paysages entre mers et montagnes de la Corse, Axel nous emmène découvrir son univers avec poésie et philosophie, et finalement, assez étonnamment vu ce qu'il réalise, assez peu d'intérêt pour le chronomètre et la performance. Allez, tous en selle, excellente écoute à vous les frappés. C'est toujours l'arbitrage que je dois faire. Est-ce que je me renseigne bien autant que possible sur les invités ou est-ce que je garde une part de mystère, de surprise? Mais bon, dans ton cas, c'était forcément... Enfin, ça allait pas marcher parce que je suis ta chaîne YouTube depuis au moins 3-4 ans, je pense. C'est vrai ? Donc, ouais. Énorme. Tu fais partie de ces internautes mystères que je connais pas directement et qui me disent des fois, qui m'envoient des messages tard et qui me disent je regarde ce que tu fais depuis quelques années. Tu sais pas en fait. Non, mais c'est clair. Après, je crois que t'as quand même plusieurs milliers ou dizaines de milliers, je sais pas trop d'abonnés, mais plusieurs milliers, c'est sûr. Mais oui, je regardais ta chaîne. En fait, j'ai commencé à regarder parce que, pour tout te dire, je cherchais des conseils sur l'achat d'un premier gravel. Ouais. Puisque j'avais toujours roulé avec un vélo de triathlon qui est passé sous une voiture il y a quelques années et ça avait mis un peu un stop à ma pratique du vélo. Wow. Et quand j'ai voulu reprendre, je me suis dit je vais regarder les gravels et forcément je suis tombé sur ta chaîne et où t'expliquais. Alors je sais pas si t'es toujours avec Origine d'ailleurs, mais dans ces vidéos à l'époque tu parlais, tu présentais pas mal de modèles Origine. Et oui. Donc j'avais fini par sauter le pas et prendre un Grax 2, voilà, comme ça tu sais tout. Ah oui, donc là ça remonte effectivement à l'unboxing que j'ai réalisé dans les bois de la Valmasque, à côté de chez moi, avec ma chère et tendre. Et c'était la présentation du Grax 2, l'unboxing que j'ai réalisé en 2021. Donc ça fait 4 ans, ouais. Et après, j'ai regardé plein de vidéos sur quel setup t'avais pour ton cockpit une fois sur la route, les sacoches, les femmes. Ah oui, là tu fais partie des fidèles. Parce que c'est les tout premiers tutos que j'ai fait il y a des années, quoi. Yes, j'avais beaucoup regardé. En tout cas, bref, c'est un grand plaisir, Axel, de te recevoir au micro du podcast. Merci à toi. Merci beaucoup de te libérer pour venir un peu nous partager ce que tu fais, ta passion du vélo, de l'ultra et de l'aventure en général. Et puis, écoute, je me faisais la réflexion qu'il y en a qui collectionnent les médailles de finisher, par exemple sur des Biking Man. Et moi, je me rends compte qu'avec le podcast, je collectionne finalement les meilleurs ultra cyclistes français et organisateurs d'épreuves d'ultra, puisque j'ai eu Steven Le Yarrick, Arnaud Manzanini qui est venu nous parler de la Race Across France entre autres, Caroline Prigent qui fait maintenant bivouac et il manquait toi pour compléter absolument le tableau. Donc voilà, vraiment ravi. Et bien pareil. Ce que je te propose, Axel, je pense que toute personne qui fait un petit peu de vélo, qui se renseigne un peu sur l'ultra en France, a déjà dû entendre parler soit des Biking Man, d'ailleurs on en a parlé sur ce podcast aussi avec d'autres invités, soit d'Axel Carion, mais je te propose quand même, pour celles et ceux qui seraient moins familiers avec l'univers du vélo, de nous expliquer, de nous partager un petit peu dans les grandes lignes ton parcours et ton histoire avec le vélo. Alors mon histoire avec le vélo, je vais commencer par ça parce que c'est ce qui m'a amené à
a créé Biking Man. Moi, j'aime bien me définir comme un attardé du cyclisme parce que j'ai commencé très très tard le vélo, en 2011 exactement. Donc il y a quasiment 15 ans. Et j'ai commencé par la fenêtre du voyage à vélo. Donc avec une randonneuse, les sacoches, tout le matériel, tout le barda, quoi. Donc il faut imaginer pour les personnes qui nous écoutent que c'est un vélo qui fait entre 40 à 60 kilos, tout équipé. Donc rien à voir, c'est 10 fois plus que le vélo d'un coureur du Tour de France. Donc c'est une machine qui est très compliquée à emmener de par son poids. Et je suis parti tout de suite par l'intermédiaire d'amis et d'un mentor en particulier qui m'ont proposé de faire 1200 km en 10 jours. Avec une traversée en plus, c'est-à-dire qu'on revenait pas sur le point de départ, donc toute la logistique prenait des proportions indescriptibles pour moi à l'époque, parce que ça me paraissait totalement aberrant de faire ça. Et on est parti en Europe de l'Est, en Slovaquie, en Ukraine, en Roumanie et en Moldavie avec ces randonneuses, et c'était ma première expérience de vélo. C'est avec ça que j'ai plongé dans l'univers du cyclisme, donc par cette fenêtre du voyage, et c'est devenu un rituel qu'on a répété chaque année, parce que ça m'a bien sûr marqué au fer rouge cette expérience à bien des égards. Le sujet rencontre, le sujet découverte de la machine à voyager dans le temps qu'est le vélo. Je suis passé moi par cette fenêtre-là et avec ce rituel qu'on a répété chaque année de 2011 à 2015, parce que 2015 a marqué un tournant dans ma vie, parce que c'est là où j'ai organisé et participé à ma plus grande expédition à vélo réalisée à ce jour, parce que c'était 240 jours de traversée pour découvrir la Cordillère des Andes. C'est en rentrant de ce voyage-là que j'ai créé Biking Man, avec l'idée derrière la tête de partager cette expérience du voyage auprès de gens qui n'auraient pas la chance ou, pour pas parler de chance, la possibilité d'aménager leur quotidien pour pouvoir partir aussi longtemps que ce que j'ai pu le faire. Et c'est comme ça qu'est né Biking Man. Qui est devenu en quelques années un championnat de course d'ultra-distance avec un classement et la possibilité pour des participants femmes et hommes, puisqu'on a des départs mixtes, il n'y a pas de séparation de sexe, et même on a du parasport également, parce qu'on a des unijambistes, enfin on a pas mal de gens qui sont venus, qui ont du handicap et qui apprécient le fait que ce soit ouvert à tout le monde. Tu as la possibilité de participer à plusieurs épreuves, de gagner des points et de devenir le ou la Biking Man en fonction de tes performances de classement sur chacune des épreuves. Donc c'est le premier championnat de ce genre de course d'ultra distance, et ça a été la vocation depuis le départ, quoi. C'est depuis le début, moi, des courses Biking Man, j'ai voulu lancer quelque chose qui permettrait de rassembler des athlètes un peu du monde entier et d'avoir ce mélange quelque part athlétique avec des gens qui viennent de plein d'horizons différents, pour faire la compétition avec ces personnes-là et autour de tracés vertigineux, puisque c'est la marque de fabrique de ce que je fais. C'est vraiment des tracés qui vont chercher les massifs, les endroits un peu inexplorés ou peu explorés de notre planète, pour que tu puisses, en plus de la notion de performance, de distance, qui sont quelque part les sous-titres de la pratique du Biking Man, également apprendre sur le territoire et sur la culture que tu vas traverser et explorer à vélo. Fabuleux. J'avais reçu il y a quelque temps Lauriane Placé, qui de mémoire, c'était 2023 je crois, qu'elle avait terminé première au classement général du Biking Man justement. Donc si il y en a que ça intéresse, le lien est en description. On rentre vraiment dans le détail des épreuves, ce qu'elle vit, la gestion du sommeil, ou plutôt du manque du sommeil. C'était vraiment passionnant. Donc foncez, écoutez ça pour ceux qui étaient là sur le podcast et qui découvraient ce type d'épreuve. Axel, tu as utilisé un terme intéressant, tu as parlé de machine à remonter dans le temps pour décrire le vélo. Qu'est-ce que tu entends par là, et est-ce que tu aurais des anecdotes peut-être à partager qui illustrent ça? C'est effectivement un qualificatif que j'aime bien utiliser sur le vélo, parce que moi, c'est celui qui m'a vraiment marqué en 2011 sur ma première expédition en Europe de l'Est, parce que je me suis retrouvé dans des pays qui font partie de l'ancien bloc soviétique, avec des situations un peu d'anachronisme en termes à la fois de construction, d'architecture et puis même de mode de vie, puisque ça a été des pays qui pendant pas mal d'années ont été sous le joug de l'Union soviétique et qui ont été arrêtés par rapport au développement qu'on a pu connaître. Et je dis pas, quand je dis développement, c'est pas forcément positif, mais en tout cas, il y a eu deux trajectoires différentes entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et arriver à vélo, notamment en Moldavie ou en Albanie et même en Ukraine à l'époque, amène des situations où on a l'impression d'arriver dans ce qu'on pourrait qualifier de manière totalement arbitraire et injustifiée, mais c'est pour que les gens puissent se représenter l'image, au Moyen-Âge.
dans des endroits avec des villes qui sont pas raccordées à l'eau courante, où il n'y a pas de toilettes, où c'est des toilettes sèches, où on se retrouve finalement presque 100 ans en arrière en France. Et c'est ça qui m'a fasciné avec le vélo, puisque la manière d'approcher les gens que l'on rencontre, parce que chaque jour on doit s'arrêter pour se ravitailler, on doit s'arrêter pour dormir, on doit s'arrêter pour faire des réparations mécaniques. Le voyage à vélo implique finalement beaucoup d'arrêts de par sa nature. Ça permet d'être au contact de gens avec une temporalité qui est différente de la nôtre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup reproduire, parce qu'à vélo, on a comme une intimité qui est exclusive, dans le sens impossible à reproduire à pied, en moto ou en voiture. À pied, on est considéré souvent comme un vagabond, donc on a un a priori négatif des personnes que l'on visite dans des pays un peu reculés. En voiture, on est souvent assimilé comme un portefeuille sur pattes, notamment dans des pays qui sont en train de se développer. Et en moto, il y a cet entre-deux entre la marche et la voiture, si je dois faire des raccourcis. À vélo, il n'y a pas du tout ces préjugés-là. Donc on arrive directement dans l'intimité des gens qui vous accueillent à bras ouverts, quoi. Et ça permet de voyager dans le temps en allant voir des cultures finalement qui vivent différemment de la nôtre, dans un monde où, pour l'Occident, on essaie de plus en plus de standardiser notre mode de vie, de manière à ce que, quel que soit l'endroit où on voyage dans le monde, on retrouve à peu près les mêmes us et coutumes et les mêmes pratiques, ce qui a tendance un petit peu à m'étonner, parce que j'aime bien, au contraire, découvrir les spécificités culturelles des pays qui conservent leurs traditions et leur mode de vie séculaire. Ce voyage dans le temps, ça, je te pose la question parce que j'ai lu il y a quelques jours ton article dans Cyclist Gravel sur America Solo. Tu as traversé des États-Unis à vélo. Alors initialement, c'était 25 jours. Le chrono final, c'était ça? Tu étais là-dedans? Tout à fait, ouais. J'avais prévu au départ une trentaine de jours. Et finalement, j'ai terminé en 25. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc c'est le chrono final. 25 jours, 5800 km. New York, Astoria. Et en te lisant, c'était super intéressant. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que finalement, t'as vu deux visages des États-Unis. Les États-Unis hyper connectés, des méga-villes, des côtes, et l'intérieur des terres, enfin l'essentiel finalement des États-Unis, qui là offre un visage un peu plus, finalement un peu plus triste d'industrie qui avait connu l'horreur de gloire il y a un moment déjà, et des États-Unis, enfin une Amérique bien plus peut-être sauvage et rustre. Tu t'y attendais à ça ou ça a été vraiment la découverte avec cette traversée? Alors ça va être assez trivial ce que je vais dire, parce que finalement ça a été répété très souvent par beaucoup de médias, mais effectivement j'ai connecté les deux côtes, la côte est à la côte ouest, pour les personnes qui nous écoutent, pour resituer le contexte de l'expédition, en suivant les anciennes voies de chemin de fer, donc de l'époque de la conquête de l'Ouest. Et j'encourage d'ailleurs à lire, parce que c'est un livre qui m'a inspiré pour cette expédition, Les Vagabonds du Rail de Jack London, qui fait référence à cette dans ce roman à cette période à la fois faste mais extrêmement difficile du développement, et encore une fois j'utilise le mot développement mais il n'est pas adéquat, de l'histoire des États-Unis. Et je voulais justement aller suivre ces anciennes voies de chemin de fer qui sont devenues, pour certaines d'entre elles, des voies cyclables, des voies douces, puisqu'ils sont en train de reconvertir par l'intermédiaire d'un travail colossal d'aménagement des réseaux, ces anciennes voies en voies cyclables. Et j'ai voulu surtout briser, pour revenir sur la machine à voyager dans le temps, le train du doc, pour celles et ceux qui se souviennent de Retour vers le futur 3, qui est le train à grande vitesse par lequel arrive le doc quand il voit Marty et qui dit voilà, c'est ça le futur. J'ai voulu briser cette image, parce qu'on a tous été, de ma génération en tout cas, exposés à ces images et ces clichés américains, pour aller plonger finalement dans l'Amérique profonde, les États du Midwest, donc qui sont parmi les États les moins peuplés des États-Unis et les États les plus pauvres, pour aller me confronter finalement au mode de vie des Américains qui survivent là-bas. Parce qu'on est dans des conditions déjà territoriales qui sont gigantesques, parce que les États-Unis, on dit que c'est un pays, mais c'est un continent.
Ouais. C'est l'Amérique du Nord, il faut le traverser à vélo pour s'en rendre compte, parce qu'on a tendance souvent à parler côte est, côte ouest, et en plein centre, il y a le vide. Oui, mais il y a 6000 km quasiment. Donc c'est au niveau géologique déjà fascinant, c'est énorme. C'est des conditions climatiques extrêmes, notamment dans le Nebraska, avec l'allée de la tornade là, qui traverse en partie le Nebraska, avec des conditions de vie l'hiver qui sont terribles. Et il y a des gens qui survivent dans ces micro-villages, et effectivement j'ai voulu aller me confronter finalement aux idées reçues qu'on m'a exposées quand j'étais plus jeune, et qu'on continue quelque part un petit peu d'exposer à travers les films et tout l'appareil culturel américain, pour apporter un regard sur l'Amérique profonde, et voir un peu ce que les gens à la fois avaient en tête, et surtout comment ils vivent. Et c'est effectivement un choc, quoi. C'est de se rendre compte à quel point, et je le détaille en partie dans l'article du hors-série de Cyclist, de ce rêve qui est brisé dans le bon sens du terme, parce que ça permet de porter un regard sur l'Amérique profonde, qui est celui que tout le monde devrait connaître dans le monde, parce qu'on a souvent cette image de Captain America, si je dois utiliser les clichés encore, qui va nous protéger de tout et qui est ultra puissant, alors que c'est un colosse qui est quand même qui présente des zones de fragilité territoriale et humaine qui sont incroyables et extraordinaires, quoi. Et qu'on est très très loin de l'image hyper connectée, ultra développée quand on va dans les campagnes. C'est au contraire on a l'impression de se projeter 70 ans en arrière, où il y a des endroits avec des qualités de voirie, de réseau qui sont catastrophiques, des gens qui vivent quand même dans des niveaux de pauvreté qui sont assez choquants, ou en tout cas qu'on n'imagine pas quand on pense aux États-Unis. Ouais. Mais à la fois, il y a un caractère extrêmement attachant de ces gens qui sont très très attachés à leur terre, quoi. C'est-à-dire que pour les quelques discussions que j'ai pu avoir sur le parcours de cette traversée, c'est des gens qui sont enracinés, quoi, hein, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont heureux d'être là, ils veulent pas aller ailleurs, hein. Malgré le fait que c'est des conditions climatiques, de vie, financière extrêmement difficiles. Mmh. Le fil rouge entre tous tes voyages, toutes tes aventures à vélo, bah, c'est évidemment je pense le côté découverte. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais en te lisant, déjà plume magnifique, hein. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais quand j'ai lu ton livre que tu m'as gentiment envoyé, Le Monde à vélo, c'est forcément très bien écrit, mais j'ai retrouvé la même qualité tu vois, dans tes descriptions, etc., dans l'article de Cyclist. Donc bravo pour ça. Mais quand on lit notamment ton livre, où tu fais le récit de certaines de tes aventures à vélo un peu partout à travers le monde, tu parles de défis à vélo que tu as réalisé en Corse, au Maroc, au Chili, au Pérou. Voilà, c'est assez varié finalement. Mais le fil rouge, au-delà de l'aventure, ça reste systématiquement quand même la performance. Pour prendre la Corse, qui est le premier chapitre de ton livre, que d'ailleurs les images que j'ai trouvées vraiment magnifiques, c'est quand même 600 km et 10 mm de dénivelé positif en 35 heures et 32 minutes. Donc la question que je me suis posée en fait assez rapidement, c'est comment est-ce que tu arrives à être à la fois, tu vois, dans ce mindset clairement de performance sportive, physique et mentale, et en même temps de garder suffisamment de bande passante entre guillemets pour créer ces moments de connexion, d'échange avec peut-être ces Américains du Midwest que tu viens d'évoquer, ou tu vois peut-être des gens qui vivent de manière beaucoup plus recluse, isolée au Sri Lanka ou au Laos. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre ces deux aspects qui a priori ont l'air de pas forcément laisser beaucoup de place l'un à l'autre? Écoute, je vais, pour commencer à répondre à ta question, déjà en profiter pour féliciter David, Steve, qui va sans doute écouter le podcast, qui est à l'origine des photos de ce livre, parce qu'il le met en musique par l'intermédiaire d'images qui sont extraordinaires, et c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années maintenant, et Didier également, qui est le deuxième D. C'est les 2D, il y a David et Didier qui a transporté David dans des endroits incroyables pour pouvoir ramener ces images, hein, parce que je suis pas tout seul, on est une équipe, et pour y arriver, moi mon rôle c'est de survivre aux expéditions avec le rythme que je mets, et chacun son métier, quoi. Après il y a un photographe qui a un œil très particulier et qui a la patience surtout de pouvoir ramener ses clichés, et puis il y a un régisseur, quelqu'un qui est capable de placer le photographe dans des lieux complètement ubuesques. Donc je tiens à les féliciter tous les deux, parce que c'est grâce
à ce travail collectif que l'ouvrage que tu tiens entre tes mains, qui rassemble presque 200 000 photos condensées dans un livre et presque 200 000 kilomètres, quoi. On est dans ces ordres de grandeur-là pour arriver à ramener ce minerai dans cet ouvrage. Pour répondre directement à ta question sur la notion de rythme, je pense que pour les gens qui nous écoutent, déjà c'est étonnant que tu retiennes cette notion de performance, parce que moi j'essaye c'est un sous-titre si tu préfères. Je suis jamais considéré comme quelqu'un de performant d'un point de vue sportif, quelqu'un d'endurant peut-être, mais si je prends juste l'exemple de la Corse, donc c'est une traversée qui fait presque 600 km qu'on a fait effectivement en 35 heures, ça fait du 20 km/h de moyenne, donc c'est très très lent par rapport à des rythmes de performance réels que tu peux connaître ou que les gens peuvent connaître, celles et ceux qui nous écoutent, dans l'univers du cyclisme, avec bon, prétendument, mais des gens qui arrivent à rouler à 50 km/h de moyenne, ce qui me paraît totalement hors de mon champ de compréhension. Donc finalement, il faut retourner cette question en se disant que pendant 35 heures, j'ai les yeux ouverts à 20 km/h de moyenne et que j'ai la possibilité d'aller capter des informations qui sont liées finalement à la curiosité que tout un chacun peut avoir. Et c'est un des premiers conseils que j'ai envie de partager dans ton podcast. C'est cette curiosité-là, elle se crée non pas à travers le vélo, elle se crée bien plus tôt, je pense dans l'enfance, et j'en profite pour remercier mes parents et tous les gens qui ont pu, auprès de qui j'ai pu graviter, parce que cette curiosité, je pense qu'elle n'est pas instinctive entre guillemets, c'est quelque chose qui a été construit sans que j'en ai finalement le contrôle, et être curieux, c'est finalement c'est quelque chose de simple en apparence, et pourtant pour passer mon temps à observer les choses et à faire preuve de curiosité permanente sur la vie, je trouve qu'on est au contraire dans un monde de standardisation qui est de moins en moins curieux, puisque je m'étonne de beaucoup de choses, là où je m'étonne de voir certains de mes concitoyens qui s'étonnent de plus rien. Donc mes expéditions au-delà de la performance sont des immersions où je me réserve des temps qui sont exceptionnellement longs par rapport à ce que peuvent faire plein d'autres personnes noyées dans le quotidien de la vie. Si je prends le cas des États-Unis, c'est 25 jours, 5800 km, mais c'est surtout plus de 250 heures d'observation. Donc je suis presque au niveau de l'affût par rapport aux gens qui aiment la photo que de la performance. C'est-à-dire que je suis plus dans l'univers d'un Meunier, pour celles et ceux qui connaissent le photographe, que d'un Pogacar. Pogacar, je suis absolument persuadé qu'il ne voit rien, parce qu'il est tellement transformé par l'effort. Et je vais citer Anders, le philosophe allemand, où la vitesse est son expérience. Moi, c'est l'inverse. Je suis extrêmement lent dans toutes mes traversées, puisque je dépasse rarement le 20 km/h de moyenne. Donc, je suis dans l'univers de l'affût. Et ça, pour le comprendre, il faut pouvoir faire du vélo. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir un jour monter sur un vélo et se dire, je ne vais pas rouler comme quelqu'un du Tour de France, qui n'a comme expérience finalement que la vitesse, et que la vitesse devient son expérience. Moi, c'est l'affût, c'est l'observation. Et finalement, je rentre, parce que je m'échauffe à partir de 8 heures de vélo, quoi. En dessous, je suis en train de dormir. Et c'est à partir de 8 heures que voilà, je commence à quelque part me mettre en route. Mais avant ça, je suis en observation. Et ce poste d'observation, c'est probablement la plus belle vigie actuellement accessible dans toutes les technologies inutiles que l'humain est capable d'inventer. Parce que c'est finalement quelque chose d'assez simple. Un vélo en métal ou en plastique, pour citer le carbone, une transmission métallique avec 2 roues, et la magie opère, sans rien de plus. C'est très intéressant que ta réponse, je m'attendais pas à ça. Mais effectivement, vu comme ça, si on regarde uniquement la moyenne, oui, là, enfin, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ce qui m'a impressionné, c'était plus ta capacité, du coup, je pense, à gérer cet effort, ce rythme, effectivement relativement lent dans la durée, ce qui est quand même pas anodin. J'ai pas une très grande expérience de l'ultra, mais j'ai fait un ultra trail sur 148 heures. Je suis incapable de te dire, du coup, il y avait à peu près la moitié du temps qui était de nuit, donc déjà, ça limitait un peu le kiff d'un point de vue paysage, et je suis à peu près incapable de te donner des noms de sommets ou de te faire une synthèse un peu détaillée de ce que j'ai pu observer sur peut-être les 3 derniers jours, du fait de la fatigue, etc. Donc c'est plus dans ce sens où je trouvais finalement que c'était très impressionnant, pas tant effectivement la vitesse, mais plus ta capacité à, voilà, pour reprendre la Corse,
Ça a été, si je me souviens bien, 2 nuits blanches ou quasi blanches avec des micro-sommeils. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même d'un point de vue sportif, même si ta moyenne est basse en kilomètre-heure, c'est quand même loin d'être anodin. Donc c'est plus dans ce sens-là que ça m'avait, que ça m'avait marqué. J'ai un adage, moi, Loïc, que j'aime bien répéter, qui finalement est assez trivial parce qu'il ne fait que répéter des choses qui ont déjà été dites. C'est les exploits d'aujourd'hui, c'est le quotidien d'hier. Et je lis un peu. J'aimerais passer d'ailleurs plus de temps à lire, mais quand tu regardes et que tu analyses dans les lectures les ouvrages des personnes et des humains qui ont vécu en Occident avant le milieu du XXe siècle, finalement c'est assez banal la manière que j'ai de vivre. J'ai traversé les États-Unis en 250 heures, ça peut paraître impressionnant aujourd'hui dans le cadre de vie qui est le nôtre, avec tout le confort matériel et surtout le quotidien que connaissent la majorité des gens qui nous écoutent. Mais est-ce que c'est plus intrépide que l'arrière-grand-père qui était aviateur pendant la Première Guerre ? Je suis pas sûr. J'en suis même certain que non. Et ça s'applique dans tous les pans de la vie quotidienne des gens. C'est juste qu'on a tendance à l'oublier en imaginant que notre situation d'aujourd'hui a toujours été. Alors que finalement, elle est infinitésimale dans le développement de l'espèce humaine. C'est un battement de cils, la période que l'on vit, par rapport aux conditions de vie qu'ont pu connaître. Et tu es un coureur, j'imagine que tu as peut-être lu Né pour courir. Ouais. Bon, bah voilà, il suffit de se replonger chez les Tarahumara, qui est encore une tribu qui vit, quoique transformée un petit peu avec l'influence de notre mode de vie actuel, mais qui vit encore comme pouvaient vivre des tribus avant l'arrivée de l'Occident, quoi. Puisque lié à la survie directe du groupe d'individus dans lequel tu vis, de l'effort. Et qu'il faut se déplacer chaque jour, non pas pour être en bonne santé, ce qui est aberrant dans le principe. Finalement, on fait ça parce qu'on a du confort, mais s'il faut survivre, c'est en se déplaçant et en allant, comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs, soit chasser et cueillir, soit cultiver. Donc, travailler la terre. Si aujourd'hui, quelqu'un arrive à me dire que je suis plus intrépide et peut-être plus courageux qu'un agriculteur qui travaille la terre, je pense pas. Je pense pas, et encore beaucoup moins quelqu'un qui pouvait travailler la terre avant l'arrivée du moteur à explosion, quoi. C'était des journées qui étaient probablement aussi délirantes en termes d'effort, avec la nécessité de travailler la terre avec ses mains. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plutôt une vie douce. Tu parlais de curiosité un peu plus tôt, cette curiosité qui t'amène à te lancer dans de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'il y avait du coup avant le vélo ? Vers quoi est-ce que tu l'as canalisé cette curiosité ? Parce que tu disais que tu avais finalement commencé relativement tard à rouler. Alors j'ai eu la chance de grandir dans une famille avec 3 frères et 3 sœurs. Et je suis le 5e de la fratrie. Je l'ai canalisé, c'est pas moi qui l'ai canalisé, parce que j'ai pas eu de contrôle là-dessus, mais c'est plus mes frères et sœurs finalement qui l'ont canalisé par des activités de passion qu'ils pouvaient avoir par ailleurs. Donc, ça a pu être la gymnastique avec un des frères, ça a pu être l'escalade avec un autre, ça peut être le tennis encore avec un autre, ça peut être la danse avec mes sœurs. Voilà, je me suis mis en mouvement finalement par l'intermédiaire de mes frères et sœurs et de leur pratique sportive, d'une manière générale, leur volonté d'aller dehors, quoi. Et c'est ça qui m'a permis d'être ce que j'aime décrire comme un touche-à-tout en termes d'activité d'extérieur, puisque j'ai, depuis que je suis tout petit, pratiqué plein d'activités physiques différentes, du roller à la danse, au triathlon, la course à pied, l'escalade, sans jamais dire non. C'est le deuxième conseil que j'ai envie de donner aux gens qui nous écoutent, parce que je l'ai souvent répété, c'est toujours dire oui, puisque j'ai toujours eu des frères et sœurs qui m'ont proposé des choses parfois délirantes, comme descendre un pont en rappel, clin d'œil à mon frère Christine. Je me dis, pas de problème, on y va, ok, tu m'assures avec la corde, et puis je descends le pont. Et dire oui quand il s'agit d'aller jouer, finalement, c'est un réflexe assez enfantin. J'ai un jeune fils qui a à peine 10 mois, là, voilà, quand il me propose quelque chose avec les yeux, je lui dis pas non.
Il faut réfléchir au nombre de fois qu'on utilise la négation dans nos vies. C'est juste vrai. terrible. Alors qu'on a envie que d'une chose quand on est enfant, c'est d'entendre oui sur des choses qui permettent d'étendre notre perspective et de nous émanciper finalement. Donc j'ai eu cette canalisation-là, si tant est qu'il faille la résumer, jusqu'au moment où je pense avoir trouvé un outil technique de prédilection qui est le vélo, qui a finalement rassemblé tout un tas d'éléments que je trouvais dans certaines pratiques sportives, mais cette fois-ci rassemblés dans un seul et même outil, qui est le vélo. Et c'est pour ça que j'y consacre d'ailleurs à ce jour. Hein. Je dis pas que ça va être le vélo avec lequel je vais terminer ma vie. C'est encore trop tôt. Mais en tout cas, c'est l'outil sur lequel et avec lequel j'ai le plus joué depuis que je suis en âge de jouer, quoi. Parce que ça fait 14 ans maintenant. Dans l'article de Cyclist, il te présente comme étant le chaman. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'un journaliste que j'apprécie beaucoup par ailleurs pour sa plume, c'est Olivier Aralambon, qui est un ancien journaliste de l'équipe, qui un jour on avait fait une interview ensemble et en décrivant finalement la manière que j'ai de capter les éléments dans l'espace naturel qui est le nôtre, avec la curiosité qu'on a évoquée juste avant, la position sur le poste de pilotage d'un vélo, finalement assez en hauteur, contrairement au trail que tu connais bien, où quand tu grimpes un col, tu es tout le temps en train de regarder tes chaussures plutôt que de regarder le paysage, ce qui est l'inverse du vélo quand tu es dans des rythmes qui sont ceux que je peux arriver à suivre sur des expés. Il s'est dit finalement, tu es un petit peu un chaman, c'est-à-dire que tu vas capter, parce que c'est le principe du chamanisme, c'est d'aller capter des savoirs, pour le résumer trivialement, séculaires, donc des savoirs qui existent dans le milieu naturel, par une mise en mouvement de son corps, et parfois même une transe, c'est-à-dire une fatigue extrême. Il m'a dit, t'es finalement une sorte de chaman. Et d'ailleurs, il m'avait recommandé des lectures sur cette thématique, et je le remercie. Et voilà, j'ai apprécié cette comparaison parce qu'en même temps, elle est connectée à un univers que j'aime, enfin un univers, une culture que j'aime beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur elle. C'est la culture péruvienne et encore plus précisément la culture inca. Et dans les cultures amérindiennes, le chamanisme a une place très puissante. Et voilà, je trouvais la comparaison étonnante et elle a amené des sujets de curiosité chez moi et voilà, j'ai gardé ce surnom. Mais il y en a eu plein, d'autres. Il y en a eu tellement. Mais le chaman du vélo, je trouvais ça étonnant et ça interpelle. Ça interpelle, c'est sûr. J'ai le sommaire là, de ton livre sous les yeux avec toutes les destinations, j'en évoquais quelques-unes un peu plus tôt. La question que je me suis posée aussi en voyant finalement tout ce que tu as déjà réalisé, c'est très trivial, mais en tout cas pragmatique. Comment est-ce que tu travailles tes traces? Est-ce que tu es un passionné de cartes? Est-ce que tu t'étudies tous les tracés possibles ou finalement tu te laisses peut-être un peu porter par tu vois, selon les humeurs, les intérêts que tu peux avoir une fois sur place? Alors c'est une boule à facettes là que tu me poses comme question. Parce que selon la manière dont tu peux prendre la question, ça peut avoir une réponse différente. Je vais d'abord fixer le cadre sur le sujet de l'atteinte de ses objectifs, de la performance. C'est-à-dire et de tenir également les engagements, parce que finalement, performance, tenir ses objectifs, toutes ces expéditions sont souvent soutenues par des partenaires, puisque sinon, je n'arriverais pas à en réaliser autant et dans des lieux aussi reculés que les lieux que tu as pu découvrir dans le livre. Donc, il faut pouvoir, dans un monde capitaliste orienté sur le résultat, parfois garantir un peu le résultat, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, cette projection d'objectif, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'avant de travailler la trace au pinceau, voire même à l'encre de Chine très très détaillée, je vais d'abord fixer le cadre d'où je pars, où est-ce que je dois arriver,
Les États-Unis, par exemple, je pars de New York, parce que j'ai ma sœur qui habite là-bas, donc ça me permet de lui rendre visite par la même occasion, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, et je vais rallier l'océan Pacifique. Astoria, c'est la dernière ville avant l'océan. Voilà, ça me permet déjà de donner le cadre. C'est à 6000 bornes de là, il y a plein d'incertitudes, et après, je vais travailler l'érotisme des cartes, c'est-à-dire quel va être le sens que je vais donner à cette traversée, puisque le but, c'est pas de traverser le plus rapidement possible, bien au contraire, puisque qui dit vitesse sur les réseaux, puisque le vélo, je le rappelle quand même pour les gens, c'est un outil d'évasion, oui, mais c'est un outil finalement qui ne fait que surfer, si c'est le terme exact à utiliser, sur l'héritage des constructions de réseaux donc, qui ont été destinées à d'autres véhicules. Trains, voitures, camions, bus et rien d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui traverse un pays à vélo et qui dit je vais traverser un désert, il ne traverse pas un désert sur une trace unique, singulière. Il parcourt, parce que la roue ne peut circuler que sur quelque chose qui est aménagé par l'homme, par définition. Quiconque a pédalé un jour sur un désert de sel où il n'y a pas eu de 4x4 qui est passé avant, c'est que tu t'enfonces dans 30 cm de croûte terrestre et que tu peux pas pédaler. Auquel cas, c'est de la marche. Mais l'usage de la roue impose un réseau. Et de cette base-là, j'essaye de construire après en détail quel va être le réseau sur lequel j'ai le moins de risques. C'est-à-dire en mélange d'usage. Puisque si tu cherches la vitesse, ça veut dire que tu vas aller sur des autoroutes. Si tu vas sur des autoroutes, c'est là où tu as des axes commerciaux sur lesquels va transiter le trafic terrestre, donc les camions, les bus, les remorques, bref, tout ce qui permet d'acheminer les biens que consomment les humains sur la planète, et ça va augmenter le risque. C'est pas dénué d'intérêt. Si je fais un parallèle avec une autre expédition, pas l'Amérique du Nord, mais l'Amérique du Sud, cette fois où j'ai suivi la panaméricaine en 49 jours et 23 heures, si t'es curieux, c'est intéressant également de traverser Lima à l'heure de pointe sur l'autoroute sur une 2x4 voies. Parce que tu vois des choses sur la manière de fonctionner des humains et la manière de progresser sur ces réseaux qui est étonnante. Elle est très risquée, il ne faut pas le faire à la maison. Mais tu comprends en tout cas comment fonctionnent ces cultures quand il s'agit de porter un regard par exemple sur la sécurité routière et la notion de risque, la notion de danger, parce que clairement je pense qu'ils auraient fermé l'autoroute si on avait la panaméricaine en France. Ils auraient dit on la condamne parce qu'il y a trop de danger. On reste à la maison. Les chauffeurs, on les laisse clouer à la maison et les camions, on les fait voler par les airs parce que c'est trop dangereux. En Amérique du Sud, c'est normal. Donc ça permet de comprendre également. Je veux pas opposer pour les gens qui nous écoutent la vitesse à le caractère pittoresque des traces. Moi, j'aime bien faire les deux. Je préfère pas faire le pittoresque versus la vitesse. J'ai fait les deux. Et j'aime m'exposer quelque part, même sur des axes à grande circulation, parce que ça permet de comprendre comment fonctionne finalement l'économie d'un pays et de manière générale, comment évoluent les gens en communauté sur ces axes-là. Donc ce mix, est-ce qu'il se retrouve dans les épreuves du Biking Man aussi, où tu as une approche un peu plus safe? Non, sur les épreuves du Biking Man, tu marques un point. C'est le bac à sable, entre guillemets, des explorations que je réalise. Donc, ça reste des défis de l'extrême, mais qui sont, au contraire, tracés à 100% sur du pittoresque. C'est-à-dire d'aller chercher tous les réseaux oubliés. Tous les réseaux où finalement il n'y a plus personne qui va, des routes secondaires détériorées, non entretenues, des pistes, tous ces réseaux finalement qui sont abandonnés par les humains au profit d'autres réseaux plus rapides. Et ça, c'est un jeu de traceurs. C'est un jeu d'aller récupérer quelque part tout l'héritage de ces routes secondaires et de ces pistes pour les mettre sur un plateau, non pas d'argent, mais de métal, pour faire un parallèle avec les plateaux de changement de vitesse d'un vélo pour les participants du Biking Man. Donc, il n'y a clairement pas cet univers Mad Max d'aller pédaler sur des autoroutes comme le font parfois certaines épreuves sans citer de nom, parce que moi, par contre, je marque un point d'honneur sur les épreuves que j'organise à ce que la trace soit à la fois la plus belle possible et la plus pittoresque possible, quitte à aller chercher des endroits qui sont totalement ubuesque pour un cycliste
cyclosportif. Il va dire mais pourquoi tu passes par là alors que la route est défoncée et que un peu plus bas dans la vallée, tu as une route beaucoup plus rapide qui permettra de tenir du 30 de moyenne. Mais ça te permettrait, s'il il allait sur ce parcours, peut-être de découvrir une route en balcon extraordinaire avec un point de vue sur une chaîne de montagne qu'il connaît et finalement qu'il s'interdit de prendre juste pour une notion de vitesse. Donc le biking man là-dessus, il y a toujours cette étiquette de la performance parce que on est dans une société de mesure de performance à tous les niveaux et qui est ultra compétitive. Donc c'est ce qui fait parler aussi de la compétition. Mais au final, c'est bien plus un raid aventure de l'extrême où tu vas aller chercher et connecter des itinéraires que tu ne ferais jamais dans ta vie. Ouais. Donc c'est des opportunités finalement d'exploration de lieux qui sont à la fois oubliés malheureusement ou heureusement puisque ça me donne du travail et qui sont offerts finalement à quelques épicuriens aventuriers et aventuriers à vélo quoi. Comment tu as vu évoluer le profil, s'il y a des profils types sur le Biking Man, puisque tu disais que 2015, ça a été la grosse année de lancement, on est en 2025, donc là, ça y est, l'épreuve fête sa 10e année. Je suppose que le type de course, enfin en tout cas le nombre de courses a été travaillé, s'est étoffé au fil des ans. Donc je serais un peu curieux de savoir, tu vois, est-ce que toi, tu as noté une évolution dans les gens qui prennent le départ d'épreuves type Biking Man? Sur les 10 ans, bon, déjà en termes de nombre d'ultracyclistes qui ont participé, on est sur un peu plus de 4000 personnes. Ah oui, donc quand on même. est très loin des 17 valeureux, et il y avait une valeureuse qui ont participé à l'édition inaugurale de la première étape du Biking Man qui se déroulait en Équateur et au Pérou. Donc c'est déjà en termes de nombre, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles qu'il y a 10 ans, ça c'est clair. Après en termes de profil, moi j'aime à penser, pour le vérifier chaque année depuis des années, que les gens qui viennent sur le Biking Man sont des sportifs pluridisciplinaires. C'est-à-dire que ils ont cette curiosité sportive, c'est-à-dire que ce ne sont pas des purs cyclistes au départ. C'est des personnes qui ont pratiqué soit le triathlon d'extrême avec les formats X-Tree que tu connais sans doute, soit du format trail, Tour des Géants, voilà, les courses de trail un peu élitistes et non pas les étapes du Tour, et je vais pas citer de nom pour tirer sur personne, mais les étapes du Tour du trail quoi, où il y a des milliers et des milliers de participants où à la fin tu sais plus pourquoi tu cours. Donc on a ces profils de gens qui recherchent quand même sur le Biking Man une certaine intimité et une relation à un événement qui est pas juste une course d'ultracyclisme, mais qui est plus une capacité d'être connecté à un événement avec un nombre de participants qui est suffisamment restreint pour ressentir ce qu'ont pu ressentir les premières équipes de raid aventure dans les années 90, les premiers triathlètes qui se sont élancés sur les tout premiers Ironman, rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, et les trailers qui se sont élancés, je vais même pas citer l'UTMB parce qu'il y a déjà beaucoup de participants sur les premières éditions, mais sur un Leadville, et qui veulent finalement se retrouver dans un cadre, j'aime pas le terme exclusif, mais d'immersion. Quand on est 1000 participants sur une course d'ultra-distance, et il y en a quelques-unes, puisqu'on a des confrères qui le font très bien, c'est plus une course d'ultra-distance dans le sens où moi je l'ai entendu au départ sur l'esprit du Biking Man, qui est de proposer une immersion totale dans un territoire pour le découvrir, et non pas une cyclosportive, et c'est super de faire des cyclosportifs, où tu suis la route de quelqu'un et tu ne fais que croiser des cyclistes partout sur le parcours, qui t'empêchent finalement, et je reviens sur la notion de vitesse, qui t'empêche d'avoir cette expérience d'immersion et de découverte d'un territoire, de sa géologie, de sa géographie, de son architecture, de ses odeurs, de ses senteurs, de ses points de vue, de ses sensations de décrochage que tu peux ressentir et que tu as dû forcément ressentir parce que tu fais du trail, où tu arrives sur un sommet et waouh, d'un coup tu vois quelque chose que tu ne pourras jamais voir autrement. Ça, tu peux pas le voir si tu as 1000 personnes autour de toi et où tu as tout un vacarme de gens qui sont en train soit de remplacer des chambres à air, soit de changer des postes de pilotage à une base de vie. Enfin, en tout cas, c'est ces deux esprits d'épreuve qui sont, à mon sens, antinomiques et jusqu'à présent,
Et c'est pas facile de tenir ce cap-là, puisque toutes les marques, l'écosystème du vélo qui est extrêmement puissant nous pousse à augmenter le nombre de participants, à ouvrir entre guillemets des vannes, alors que nous on essaye avec mon organisation et les volontaires, les Race Angels, de rester sur cette immersion. Nous on est vraiment sur l'expérience et sur tout ce que tu peux apprendre sur ton environnement à travers cette expérience de se retrouver en solitaire. Si tu n'es plus en solitaire, ça devient une cyclosportive. Et c'est super qu'il y ait des cyclosportives, mais c'est pas ce qu'on fait. Moi, la thématique du Biking Man, elle est résumée avec un trigramme qui est anglophone. Désolé pour les amoureux de la langue française dont je fais partie, mais j'ai pas réussi à le transcrire avec autant de force avec la langue française. C'est explore, endure, empower. L'exploration, la souffrance, la difficulté et la découverte, la prise de contrôle sur des choses nouvelles. Le empowerment, c'est l'émancipation, c'est apprendre quelque chose. Si demain, on me résume le Biking Man en disant j'ai terminé en 48 heures, je vise le 47-45 l'année prochaine, c'est comme quelqu'un qui me résume son triathlon longue distance en disant j'ai sorti la natte en 54, le bike en 4-12 et le marathon en 3-2. Je préfère discuter avec Collins, celui qui a fondé la Ironman à l'époque et qui me raconte le sac plastique qu'il avait qui lui servait de bonnet de main et les tongs qui lui ont permis de courir. Parce que l'expérience qu'il en a retirée à l'époque n'était pas celle de la vitesse. Or, on est dans un monde qui cherche à tout accélérer en permanence, on veut aller de plus en plus vite. J'aime à penser que le Biking Man n'a que pour objectif de mettre les gens dans l'illusion qu'ils vont parcourir une très grande distance, dans l'ultra et de la vitesse, alors qu'en fait, ils sont extrêmement lents. Et c'est ça qu'ils découvrent, c'est qu'ils se disent, mais punaise, en fait, j'ai terminé, j'ai fait 1000 bornes en 72 heures. À la fois, c'est rapide pour les gens qui ne connaissent pas, et à la fois, c'est très lent pour les gens qui étaient sur le vélo. Ils se sont dit, mais en 72 heures, j'ai eu 72 heures où j'ai pu observer un territoire que je ne connaissais peu ou pas du tout, et j'ai pu également faire une introspection sur moi-même, de par le rythme. Et ça, c'est la différence entre le trail et le vélo. C'est que le sport porté avec le vélo, à un rythme doux, te permet d'avoir une introspection que tu ne peux pas avoir quand tu es en train de gravir un sommet en trail, en train de pousser sur tes genoux parce que tu es complètement transformé et aliéné par l'effort. Le vélo, dans une ascension, c'est difficile, mais tu as une capacité avec le fait d'être porté par la machine plus la transmission, et de te mettre à ton rythme. Et ça se relie à toutes les innovations techniques qui sont arrivées sur les transmissions de vélo, parce qu'aujourd'hui, on a des cassettes qui sont aussi grosses que des plateaux. Les coureurs du Tour rigoleraient, il y a 30 ans, rigoleraient de voir les transmissions qu'on utilise maintenant sur les épreuves de longue distance, mais qui permettent cette démultiplication pour se mettre à son rythme. Et donc, d'avoir une capacité d'observation, d'introspection, qui, à mon sens, est l'intérêt finalement d'un événement, c'est de vivre une expérience. Si tu es là pour la vitesse, tu fais le tour du pâté de maison et tu fais 200 km et tu essayes de le faire à bloc et puis à la fin tu te retournes et tu n'auras rien vu de ton pâté de maison parce que tu auras été totalement transformé et aliéné par la vitesse. Écoute, je pense que ça parlera, ce que tu viens d'expliquer, à un bon copain à moi. Je te posais la question parce que j'ai de plus en plus de gens que j'ai du coup croisés sur des trails qui me parlent de se lancer dans de l'ultracyclisme. Et il y en a un en particulier avec qui j'ai fait la PTL, c'est le trail dont je te parlais un peu plus tôt, et avec qui je serai d'ailleurs sur le Tour des Géants là en septembre, qui s'appelle Tom, et qui sera, si j'ai bonne mémoire, sur le Biking Man Corsica en mai. Et ce sera son premier. Donc, on avait un peu discuté d'ailleurs de vélo. Moi, je lui avais dit ce que j'utilisais, le Grax. Je lui avais conseillé d'aller regarder ta chaîne par rapport aux tutos sur l'équipement. Alors, si tu les as fait il y a un moment, je pense qu'ils sont toujours très utiles pour quelqu'un qui connaît pas. Mais ouais, vu tout ce que tu as expliqué, moi, je le vois complètement là-dedans. Tu vois, cette notion d'aventure, de découverte, d'introspection, de mise à son rythme, plutôt que la recherche du chrono absolu. Donc, super intéressant. Et d'ailleurs, ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui se lance sur une épreuve type Biking Man pour la première fois? D'ailleurs, avant de te laisser répondre, petite parenthèse sur le Biking Man, c'est généralement 2 formats d'épreuves, c'est 500 ou 1000 km. Avec un chrono, j'ai ça sous les yeux. Pour les 500 km,
c'est autour de 50-60 heures, si je me trompe pas. Et pour les 1000 km, 120 généralement, ouais, c'est tous 120, 120 heures, avec un dénivelé, voilà, un certain dénivelé. Et même un dénivelé certain. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, dans le cas de la Corse, 18 000 mètres pour 1000 km, donc costaud quand même. Mais oui, quelqu'un qui se lancerait, tu lui conseillerais quoi comme approche, que ce soit d'un point de vue peut-être matériel ou préparation mentale, ou alors plutôt encore plus simple. Quel aspect te semblerait toi le plus important à travailler en amont? Je vais répéter 2 choses que j'ai partagées dans ton podcast. Être curieux, c'est-à-dire déjà regarder et s'inspirer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette aventure qui est la longue distance, et ceci depuis bien avant le Biking Man. Ça fait plus de 120 ans que ça existe. Les premiers voyageurs explorateurs à vélo ont plus de 120 ans d'existence, 140 pour les plus anciens, si ma mémoire est bonne. Et la première chose qu'ils ont faite avec cette technique qui est apparue, qui était le vélo de sûreté, donc les vélos avec les 2 roues symétriques, tel que l'on le connaît aujourd'hui, c'est de parcourir des distances, non pas pour la notion de vitesse, mais c'était pour aller découvrir des territoires, puisque d'un point de vue historique, le vélo est arrivé avant la voiture, même si on a tendance à imaginer qu'avec le Tour, c'est arrivé au même moment. C'est pas vrai. Il y a d'abord eu une fascination pour les équidés, les chevaux, et surtout, c'était un moyen de déplacement formidable pour les humains. Ensuite, il y a eu le vélo, qui n'a pas duré très longtemps en termes de déplacement pour faire des choses, c'est-à-dire aller dans des endroits extraordinaires. Et j'invite les gens à chercher des livres là-dessus, puisqu'il y en a de formidables sur les premiers voyageurs à vélo. Et ensuite, il y a eu la voiture. Et à ce moment-là, le vélo a rapidement été relié, malheureusement, avec le Tour de France notamment, à la notion de pure performance, puisqu'on allait plus vite à explorer en voiture des territoires que d'y aller à vélo. Donc, être curieux, c'est le premier conseil. C'est une base importante pour pouvoir réussir un jour de terminer, boucler un Biking Man, quelle que soit l'épreuve à laquelle les personnes veulent participer. Elles ont toutes leur identité et leurs difficultés. Il n'y en a pas un qui est facile. Le deuxième conseil, c'est de dire oui. Et ça, ça peut paraître bête, mais c'est dire oui à plein de choses où on se met des noms. Donc, s'aménager son agenda, c'est se réserver finalement un temps pour soi-même. Donc, c'est dire oui à l'épreuve, à se préparer pour ça. Et ça demande beaucoup d'abnégation, parce que c'est de la préparation physique et mentale par ailleurs. Mais dès lors qu'on accepte dans sa préparation de dire oui à tous les imprévus, parce qu'il y en a plein. Il y a les blessures, il y a les aménagements avec la famille, il y a les contraintes du quotidien avec le travail, il y a l'entraînement, tout ça, c'est finalement des non. Il faut apprendre à dire oui de manière à se libérer quelque part de ces prétextes que l'on a de dire non au quotidien. C'est plus facile de dire non que de dire oui. Et puis le troisième conseil, c'est de s'équiper avec le bon matériel. Quand je dis bon matériel, ça revient sur la notion de curiosité. On a aujourd'hui, et c'est pour ça que le Biking Man, je dirais, devient ce qu'il est aujourd'hui en termes de référence dans l'ultra-distance vélo mondial. Il y a des innovations techniques qui sont arrivées depuis une vingtaine d'années sur le vélo qui permettent ce type de défi. Si vous prenez un vélo d'il y a 20 ans, avec les braquets, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le plateau, la taille du plateau à l'avant, les cassettes à l'arrière, le type de chaîne, le type de cadre, le matériau, les cintres. Donc tout le vélo en lui-même, il y a 20 ans, était très exclusif pour des gens qui souhaitaient faire des longues distances comme un Biking Man. Depuis 20 ans, il y a énormément de travail qui a été réalisé par l'écosystème des entreprises qui travaillent dans le vélo pour rendre accessible à de plus en plus de gens l'effort du déplacement à vélo. Ça passe par une transmission beaucoup plus souple avec des grandes cassettes, des petits plateaux à l'avant, et ça passe également par des acceptations du public, des fans de vélo et des pratiquants de vélo, de rouler plus lentement. Parce qu'en fait, encore une fois, je reviens sur la notion de vitesse, on souffre d'un mal dans le sport de manière générale, à toujours rechercher la notion de performance et de vitesse, et ce qui interdit finalement plein de pratiques. Parce que dans l'inconscient collectif des gens, il faut pouvoir rouler à 40 km/h à vélo. Bon, je sais rouler à 40 km/h en peloton, mais c'est stupide de transposer cette pratique dans l'univers d'un Biking Man. C'est comme si le rythme d'un Kényan qui sort le marathon en 2 heures, je vais l'appliquer sur l'UTMB. C'est ridicule. C'est pas du tout les mêmes rythmes,
mais il faut l'accepter. Et pour l'accepter, il faut montrer des exemples et donc il faut s'inspirer. Et sur ce sujet matériel, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ces dernières années. Il y a eu les transmissions, les pneus. Avant, c'était une honte de rouler avec des pneus de plus de 25 mm. Aujourd'hui, sur les courses Bikingmad, la majorité roule avec des pneus de 35, 40, 45, voire 50 mm. Il y a le travail sur les roues, bien sûr. Il y a eu le travail sur la fibre de carbone, grâce aux innovations extraordinaires des Taïwanais, mais également des Japonais, pour pouvoir, avec la fibre de carbone et le tissage, avoir des zones de confort qui permettent à des gens qui ne sont pas des coureurs du Tour de France, donc qui sont affûtés comme des lames de rasoir et dont c'est leur métier, ils respirent jour, nuit et même plus 100% vélo, et ils font en moyenne 25, 30, 35, 40 heures d'entraînement par semaine. Et on a vendu ces machines à beaucoup de pratiquants de vélo. C'est comme si on vendait une Formule 1 à n'importe qui vient d'avoir son permis. C'est ridicule. On a des véhicules de tourisme, mais il y a des véhicules pour les professionnels. Dans le vélo, ça a très souvent été l'inverse. Depuis peu, et on peut faire le lien un peu avec le gravel vient quelque part réouvrir cette voie d'aller proposer des solutions techniques qui sont adaptées aux pratiquants et non pas aux pros. Et le Bikingmad, c'est la concrétisation de ça. C'est-à-dire que la majorité des gens qui participent, à présent, ont accepté, déjà rouler plus lentement, ont accepté de privilégier le confort plutôt que d'avoir une baramine qui va vous briser le corps au bout de 1000 km. Et la preuve par l'exemple, c'est qu'on a des personnes qui en ont fait 10, 13 même, 14 wow. Épreuves. Donc ça représente plus d'une centaine de jours de compétition, Loïc. C'est énorme. Dédié à faire du vélo sur des très longues distances dans des conditions de dénivelé très importantes. Et ça, c'est lié au bon matériel. Matériel d'ailleurs qui a tellement évolué qu'aujourd'hui les frontières sont plus peut-être aussi nettes qu'avant. Les gravel maintenant, on peut avoir des fourches avec suspension, des pneus qui sont quasiment plus larges que ceux des VTT de descente. Sur route, j'ai cru comprendre que pareil on avait peut-être tendance à s'éloigner un peu des sections hyper fines qu'on avait l'habitude de voir avant. Donc pour le non aficionados que j'étais il y a 2-3 ans, je te cache pas que c'est comme ça que je m'étais retrouvé sur ta chaîne. C'était pas forcément évident d'arriver à cerner, tu vois, le matériel qui pouvait être le bon matériel par rapport à la pratique que j'allais en avoir. Là, il faut arriver à faire le tri. Il faut arriver à faire le tri dans déjà le marketing des marques. Et ça, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de marques qui dépensent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à noyer entre guillemets le poisson de la question que tu es en train d'aborder, qui est d'avoir la bonne machine adaptée à mon usage. Ça, c'est le premier. C'est la première limite indépassable qui est difficile à franchir pour les aficionados, c'est clair, mais il faut la franchir parce que moi j'ai fait partie des tout premiers pratiquants de gravel en France et j'ai fait surtout partie des tout premiers à tester la machine dans des conditions de dingue. Enfin, la première fois que j'ai eu un gravel, je suis allé traverser l'Amérique du Sud en 50 jours. Donc voilà, le cadre de référence c'est 11 000 km, 100 jours de repos en 50 jours. Dans des conditions de malade à traverser la Panaméricaine. C'est ça mon référentiel de test sur le gravel, donc j'ai un tout petit peu d'expérience et j'ai fait plein d'autres choses, donc j'ai pu voir à l'époque à la fois les marques qui n'étaient pas prêtes et qui du coup habillaient d'un très beau marketing de Père Noël des gravels qui n'en étaient pas, c'était plutôt des cyclocross voire des VTC, enfin voilà, il y a toujours cet écosystème-là, c'est-à-dire qu'il faut faire attention pour les gens qui nous écoutent à bien chercher parce qu'il y a beaucoup de marketing sur le sujet du gravel, parce que forcément ça attire les sirènes, et de ne pas se faire avoir, parce qu'on peut encore trouver des vélos gravel aujourd'hui avec des transmissions de route, c'est ridicule, avec des passages d'acceptation de taille de pneus ridicule, c'est-à-dire pas assez large, et qu'à un moment donné, on va se retrouver très limité avec un vélo qui finalement est un vélo de route plus. Ouais. Alors que
en 2025, à l'heure où on se parle, il y a des marques qui proposent des vélos avec une capacité de pneus jusqu'à 50 mm, donc c'est du 2 pouces. Là, on peut passer quasiment partout avec ça. C'est pas un pneu VTT, c'est le début. Le 50 mm, c'est le début du pneu VTT, quoi, en termes de largeur. Mais ça permet de passer partout avec des roues aluminium, par exemple. Et tout un tas de paramètres, notamment la géométrie, les œillets sur le cadre, qui vont permettre de pouvoir y accrocher des choses sur le vélo pour pouvoir faire des épreuves de longue distance ou même du voyage à vélo. Parce que toute la partie bagagerie est importante également dans l'univers de l'ultra-distance et du voyage à vélo. C'est comment est-ce que tu accroches tout ton équipement, un peu comme le trail, par rapport à un randonneur avec un sac à dos. Il vaut mieux avoir un vélo qui est, je dirais, prêt pour tout faire, plutôt qu'un vélo qui est ultra performant avec une géométrie de vélo de route, avec des pneus étroits, qui se dit gravel, mais au final qui va être inutilisable dès lors que vous allez sortir un peu des sentiers battus et que vous voulez faire un voyage sur plusieurs jours ou une course d'ultra-distance. Là, en 2025, il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui sont des couteaux suisses et qui permettent de tout faire, mais il faut bien chercher. Il faut bien chercher le vélo avec la bonne géométrie, le bon passage de roue et également la bonne transmission. Parce que on a tendance à mettre en avant souvent des noms de marques, mais les marques de vélos sont des assembleurs. Je ne les insulte pas en disant ça, mais c'est plusieurs écosystèmes. Le carbone, il vient du Japon, il est transformé à Taïwan, c'est moulé à Taïwan, avec de la R&D et tout ça, d'accord, c'est rapatrié en France. Et le groupe, c'est un japonais également, pour la majorité. Il y a les Américains aussi, mais c'est Shimano, qui impose ses règles également par rapport à toute une myriade de groupes. Enfin, je ne sais pas comment les responsables produits arrivent à s'y retrouver, tellement il y a de groupes et de configurations différentes. Mais il faut faire attention de ne pas se faire bananer sur le choix du groupe, où il faut travailler sur le plus gros possible en termes de cassettes et le plus petit possible en termes de plateau pour pouvoir passer partout, en fait. Faut imaginer la démultiplication maximale. Il faut avoir la démarche inverse du vélo de route qui consistait à avoir le plus gros plateau à l'avant et la plus petite cassette à l'arrière pour dire qu'on roule avec le braquet le plus grand, quoi, ce qui est ridicule. Donc avec en synthèse, il faut vraiment roue, dans le sens passage de pneus, la géométrie et le groupe, s'assurer d'avoir beaucoup de démultiplication pour faire le bon choix d'un gravel qui permettra de passer partout, quoi, parce que c'est aujourd'hui des vélos qui sont intéressants dans le sens où ça permet de remplacer soit un vélo de route très, très, très rigide ou trop rigide, donc trop exigeant, et un VTT qu'on n'utilise plus pour pouvoir avoir un seul vélo qui fait tout. Bon, je me suis pas trompé en partant sur du écart. En partant sur du écart, ça dépend lequel tu as pris, parce que là tu as la configuration 13 vitesses. C'est ça. Le GT. J'ai un doute, je sais pas si avec le Grax 2 il y avait déjà des déclinaisons sur le modèle, je me rappelle plus. Alors si tu as le Grax 2, tu dois être sur l'écart, hein, pas le 13 vitesses qui est sorti cette année, mais l'ancien. Oui. Oui, le GT c'est celui qui vient d'être annoncé, hein, c'est ça. Ouais, c'est le 13 vitesses. Donc c'est l'ancien. Ça tombe bien que tu me parles de l'écart parce que je l'ai testé il y a pas très longtemps. C'est un bon groupe. La seule difficulté et le point de vigilance majeur, c'est que de mémoire, l'écart actuel, je parle du 13 vitesses 2025, il est en 46 à l'arrière, la denture maximale de la galette à l'arrière. Donc il faut, à mon sens, notamment quand tu fais des épreuves longue distance avec un vélo avec du poids, avec des sacoches, avoir un plateau à l'avant inférieur à 40 dents. Il faut aller sur du 36 dents, idéalement, plus petite couronne à l'avant, pour avoir le maximum de souplesse. Parce que si tu as un 40 dents à l'avant, désolé pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne sont pas suffisamment techniques, mais 40 dents à l'avant et un 46 à l'arrière, si je t'emmène en Corse sur un parcours gravel que je connais, dès que tu as du pourcentage à 2 chiffres, tu vas vraiment avoir du mal, notamment en fonction du poids du pilote. Ouais. Donc sur l'écart, il faut avoir du 36 à l'avant pour pouvoir avoir de la souplesse. Ok, ouais, je suis en... Et au diable, la fierté d'avoir une grosse galette à l'avant. Ouais, et écoute, je crois que c'est mon cas, je suis en train de regarder, je suis en 44 à l'avant et 10-44. Donc là, tu as, si on peut dédramatiser le sujet et faire en sorte que les gens qui nous écoutent comprennent très bien. La démultiplication d'un vélo, tu divises la denture à l'avant par la denture maximale à l'arrière. Donc si tu as un 44 dents à l'avant, 44 dents à l'arrière maximal, ça fait un ratio de 1. Puisque 44 divisé par 44, ça fait 1. 1, c'est un ratio de vélo de route.
Ok. Donc, si je te mets des sacoches et que ton vélo, il fait 12 à 14, voire plus en termes de kilos, avec un pourcentage supérieur à 8-9%, de surcroît sur une épreuve longue distance comme le Biking Man, tu vas souffrir comme un mulet. Il te faut un ratio qui va arriver entre 0,7 et 0,8. Elle est là, la vérité. Ok. Elle est là, la souplesse. Et elle est là, la sauvegarde de tes genoux, de ton tendon d'Achille, de tes cuisses, de tes muscles, parce que tu vas travailler en souplesse et non pas en force. Donc en cadence, tu vas pédaler à une cadence plus rapide parce que tu auras une démultiplication plus souple. Et c'est ça qui va pour les gens qui nous écoutent, c'est comme la course à pied. C'est comme si on faisait des enjambées d'1,30 m. Et que tu grimpes au Mont Blanc avec des enjambées d'1,30 m. C'est ridicule. Tu vas faire des enjambées peut-être de 15, de 20 ou de 30. Dans le vélo, c'est la même chose. Il faut viser l'enjambée la plus petite. Parce que c'est ce qui permettra de pouvoir passer les bosses les plus verticales. Donc les difficultés où tu te fatigues le plus. Donc je t'encourage vivement à changer ton plateau si tu as un 44. Si tu veux grimper des pourcentages à 2 chiffres et aller dans des endroits un peu exotiques et peut-être un jour participer au Biking Man, mets-toi un 40 max, voire un 38 ou un 36, tu seras content. Ok. Ah bah écoute, je te cache pas que le Biking Man Corsica, je suis amoureux de la Corse, me fait de l'œil là. Et puis le fait de savoir que Tom y participe, je me dis que ça pourrait un jour déclencher quelque chose. Mais en tout cas, bah merci pour les conseils techniques. À quand une marque d'équipement ou de vélo, Axel Carion? C'est une très bonne question. Moi, j'essaye d'être bon dans mon métier déjà. Et ça prend du temps. Dans mon métier, il y en a deux. Il y a celui d'organisation des courses. On va célébrer la 50e épreuve organisée Biking Man cette année, en 2025, et ça va être en Corse. Et on commence à être bon. Donc il y a encore beaucoup de travail, c'est ça que je veux dire. C'est pas par prétention que je dis ça, mais c'est plus par capacité de progression et d'amélioration. Et j'essaye d'être bon dans mon deuxième métier, qui est celui d'explorer la planète à vélo. Et je commence tout juste à être bon, parce que je commence à avoir un tout petit peu d'histoire. Ça, c'est ma priorité absolue. Après, je préfère, pour répondre directement à ta question, travailler avec des gens qui ont cette même démarche. Et je vais citer un de mes partenaires, Ecoy, que tu connais sans doute, la marque de textile française, qui est le leader français sur le textile et qui a des ambitions internationales extrêmement fortes. Je préfère travailler avec des pros comme eux, parce qu'ils ont dans chaque univers, casque, lunettes, cuissard, maillot, des compétences techniques et de conception qui sont juste extraordinaires. Et je dis pas ça parce que c'est un partenaire, c'est parce que j'ai roulé j'ai fait les États-Unis notamment avec la gamme qu'on a co-conçue ensemble, qui est une gamme dédiée Ecoy Biking Man et qui est redoutable en termes d'efficacité. Je préfère m'associer avec des marques qui ont cette spécialisation, parce que Ecoy, ça fait plus de 25 ans maintenant, depuis 2001 de mémoire, et qui ont cette histoire avec le textile et cette expérience pour travailler avec les meilleurs en fait. J'ai pas cette prétention de pouvoir savoir le faire sur le textile. J'ai encore moins cette prétention de pouvoir le faire sur le vélo, parce que c'est un travail extraordinaire aujourd'hui d'arriver à produire des vélos, que ce soit à l'autre bout du monde, à Taïwan, parce que c'est l'épicentre, et surtout c'est là où se trouve le plus grand savoir-faire. On en parle rarement, mais ce qui se passe dans les semi-conducteurs pour les téléphones et d'autres usages, il y a la même compétence et très haute valeur ajoutée des Taïwanais sur le travail du carbone. C'est pas parce que ça coûte moins cher, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est aussi parce qu'il y a un savoir-faire extrême d'ingénierie et de précision sur le travail des vélos des Taïwanais et des Japonais, parce que il y a une alliance japonaise et taïwanaise, et qui est liée à mon avis à l'histoire des deux pays, parce qu'auparavant Taïwan était japonais avant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour arriver à faire un vélo aujourd'hui, c'est un travail de titan, quoi, hein, à la fois en termes de recherche et de développement, de travail sur la fibre, et puis d'arriver à convaincre de travailler avec les meilleurs sur Taïwan. Donc je m'aventurerai pas là-dessus. Moi, je cherche à être bon dans mes deux écosystèmes et mes deux univers. D'abord, l'organisation d'événements pour faire vivre des expériences extraordinaires, et l'exploration à vélo pour donner envie à Loïc un jour de franchir le pas. J'ai déjà suffisamment à faire pour en plus m'en rajouter, à essayer d'imaginer que je vais pouvoir fabriquer des habits et des vélos. Non, j'ai pas cette prétention-là, et j'espère ne jamais l'avoir, parce que c'est
Ça voudrait dire que quelque part, j'ai oublié mes 2 métiers initiaux et j'oublie pas d'où je viens. C'est ça qui me passionne. J'aime le faire et je pense que tu as dû le voir parce que comme on se le disait en off, tu fais partie de ces premiers internautes qui ont suivi la chaîne que j'ai construite sur YouTube. J'aime faire ça. J'aime la partie pédagogique. J'aime partager des conseils sur à la fois les explorations que je fais à vélo, mais également sur les épreuves Bikingman, parce que j'ai vu quelque part, je fais partie de ces enfants qui ont voyagé à vélo à l'ancienne avec les randonneuses et qui ont migré lentement sur un vélo plus léger avec la technique qui est arrivée. Mais j'ai bien conscience que pour les néophytes, c'est d'une complexité sans nom en fait, parce qu'il y a tellement de références, tellement de produits. Oui. Et puis tellement d'impostures, parce qu'il faut le dire, le marketing là-dedans raconte parfois n'importe quoi, et puis il y a des gens qui sont aussi payés pour raconter n'importe quoi, et je cite personne, mais il suffit d'aller sur YouTube pour s'en rendre compte, que moi mon référentiel c'est simple. Ma première sortie gravel, 11 000 km, 500 heures, Carthagène des Indes, Ushuaia, en Argentine. Et en rentrant, j'ai pu commencer à partager ce que c'était qu'un gravel et en quoi c'était bien ou pas bien. Et c'est comme ça que je conçois ce que je partage sur ma chaîne YouTube en termes de tests, de tutoriels. Je fais pas le tour du pâté de maison avec le test matos qu'on vient de m'envoyer pour dire ah oui c'est super parce que j'ai reçu un communiqué de presse avec un embargo qui dit il faudra que tu dises ça. Moi avec les marques avec qui j'ai pu travailler jusqu'à présent, ça a toujours été je teste le matos dans les conditions qui sont les miennes, c'est-à-dire XXL extrême, pour que la personne qui se dise bon, s'il a réussi à faire 500 heures sur la selle et que c'est cette selle-là qu'il a utilisée, ça ne veut pas dire que c'est la mienne, ça ne veut pas dire que c'est celle que je dois utiliser, mais ça mérite que je m'y attarde. Et je vais me renseigner parce qu'il l'a testé sur 500 heures. Et dans tous les périmètres de tests que je peux avoir jusqu'à présent, c'est ce que je fais. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Ekoi. Ekoi, la première sortie que j'ai faite avec leurs avis et leur gamme gravel spécifiquement avant d'avoir la gamme Bikingman, ça a été d'aller traverser la cordillère orientale et centrale en Colombie avec des conditions climatiques extrêmes, 39 degrés, humidité 100%, des orages extraordinaires, de la boue et pas se laver pendant une semaine. Je suis rentré, je dis voilà, le cuissard, le maillot, je vous le donne, il tenait tout seul parce qu'il n'a pas été lavé. Tu pouvais tu pouvais le transformer en épouvantail et le mettre dans un champ que tu aurais les corbeaux qui viendraient se mettre dessus. Je lui ai dit voilà, il y a ça et ça. Et quand on s'est vu avec Ekoi, on s'est pas vu avec 2 personnes, on s'est vu avec 10 personnes. Parce qu'il y avait tous les spécialistes qui sont venus, les chaussures, les chaussettes, le cuissard, le maillot, les lunettes, et tout le monde après est parti d'une page blanche en disant ok, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire pour la gamme Bikingman. Et quant à ça, excellent. Et il y a des équipementiers qui en plus sont français, c'est super parce que ça permet de concevoir et c'est cette fenêtre de respiration qu'est le gravel aujourd'hui dans l'écosystème du vélo, c'est que ça permet de repenser les codes. Ça permet de changer les codes entre le t-shirt de VTT qui est un peu qui est large avec une tête de mort dessus. Je caricature, j'aime beaucoup les VTT. Je fais un clin d'œil à un descendeur que j'aime bien, Bastien Lemaire, si tu m'écoutes. Je caricature, je force le trait. Mais voilà, le t-shirt tête de mort avec le casque, avec les lunettes, avec les lunettes de ski là, et le routier qui va peser son maillot et sa première couche, il doit faire moins de 20 grammes, sinon il n'arrive pas à monter son col à 30 km/h. Voilà. Le gravel vient remettre l'église au centre du village. Ok, c'est quoi le besoin il faut pédaler 10 heures. Ok, mais tu vas traverser les États-Unis pendant 25 jours. Tu as dormi 4 fois à l'hôtel, je calcule, donc ça veut dire que tu as pris 4 douches sur 25 jours. C'est ça. Donc les fringues, je les ai lavées 4 fois. Donc une fois par semaine, grosso modo. Qu'est-ce qui se passe si je réutilise des fringues dans lesquelles j'ai transpiré, compris l'humidité, la pluie, la saleté, l'abrasion, la poussière, comment se comporte le textile? C'est comme ça qu'on travaille avec des gens comme chez Ekoi. Et moi, c'est comme ça que je travaille avec les marques. C'est-à-dire que c'est pas du marketing. C'est je teste. Si ça marche pour une traversée continentale, la personne qui va l'utiliser dans son quotidien pour faire du vélo taf, pour aller faire une sortie gravel autour de chez lui, forcément, on va se dire c'est ça qu'il faut. Bah oui.
Non, mais c'est sûr. Et il n'y aura pas besoin de marketing pour dire ça vaut 300 € ou 400 € le cuissard parce qu'on a mis un gars qui est beau et parce que voilà, tout ça c'est le marketing, c'est l'industrie du mensonge. Et j'ai rien contre le marketing dès lors qu'il est bien fait, quand on raconte la réalité d'un produit. Dans le trail, je parle sous ton contrôle, j'ai l'impression qu'on est quand même dans des univers qui sont tellement corps avec la communauté que tu peux pas avoir une chaussure qui à un moment donné va te provoquer un inconfort absolu sur une course de longue distance ou un sac de trail ultra léger qui n'est pas du tout adapté. Je pense que la conception produit est automatiquement orientée vers la performance. Dans le gravel, il y a eu cette période d'atermoiement là, de 2019 à 2023-2024 où il y avait quand même à boire et à manger avec des gens qui n'en avaient rien à faire de la performance et cherchaient avant tout à vendre. On est en train d'arriver sur l'univers de la performance et c'est tant mieux. Moi, en tout cas, j'essaie d'y contribuer. Ouais. Excellent. Et ben écoute, Axel, on a évoqué énormément de sujets déjà. On a beaucoup parlé des expéditions, des défis, des aventures que tu as réalisées et que tu partages. D'ailleurs, merci une fois de plus. Je t'ai déjà dit en off, je te l'ai redit au début du podcast, mais vraiment merci pour finalement ces retours d'expérience et ces moments d'évasion que tu nous offres par écrit ou en vidéo. J'ai beaucoup aimé aussi en préambule de ton livre, ce que tu écrivais. Tu disais: ne laissez pas ce livre sur une étagère sans nous promettre que vous concrétiserez ce voyage fou dont vous rêviez quand vous étiez enfant. Ça me parle énormément, ça, et c'est clairement, en tout cas, dans mon cas à moi, tout ce que j'ai pu lire ou regarder en termes de vidéos venant de toi, c'est clairement, effectivement, à chaque fois une vraie invitation au voyage, et je pense que le pas va être franchi. Je sais pas quand, je m'engage pas, mais c'est sûr que je vais y arriver. Donc, merci pour ça. Moi, je serais curieux de savoir, peut-être en guise de conclusion, pour qu'il y ait un petit peu de teasing, s'il y en a un, quel est le prochain défi, la prochaine destination sur laquelle tu es d'ores et déjà en train de travailler? Alors, je vais partir très prochainement au Maroc pour la préparation du 500 km Biking Man qu'on organise fin septembre pour faire la reconnaissance de plusieurs traces, de plusieurs parcours. Donc ça, c'est au programme de la fin de la semaine. Donc c'est imminent. Après, pour faire du teasing et le connecter à quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps en compagnie de mon compagnon de route, ou plutôt de piste de l'extrême, Grégory Girard, que j'ai emmené en Colombie il y a de ça un peu plus d'une semaine. On est allé faire un camp d'entraînement XXL en Colombie à travers la cordillère orientale et la cordillère centrale avec des gravels en préparation en fait d'une expédition bien plus grande que je me projette de réaliser avec Grégory cet été, donc l'été 2025. Je vais tenter d'aller traverser les États-Unis de nouveau. Généralement, j'aime bien faire les choses au moins 2 fois pour être sûr. C'est ce que j'ai fait avec l'Amérique du Sud. J'ai traversé 2 fois du nord au sud et je pouvais pas aux États-Unis ne pas y retourner. Et je pense que c'est un territoire que je vais prendre plaisir à traverser, pas que 2 fois à mon avis. Mais je retourne donc avec Grégory tenter une traversée du Canada au Nouveau-Mexique en suivant la ligne de séparation des eaux du continent nord-américain qui s'appelle la Continental Divide et qui est l'itinéraire VTT le plus long à ma connaissance de la planète. Donc c'est un peu plus de 90% de pistes et qui suit le massif des Rocheuses, donc plutôt le tiers ouest des États-Unis pour les personnes qui ont une carte sous les yeux et qui qui connecte le Canada jusqu'au Nouveau-Mexique avec 4400 km de distance et 50 ou 60 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est un gros bébé qu'il faut arriver à grignoter avec patience, et c'est le projet fixé cette année en compagnie de Grégory Girard qui va, à cette occasion, réaliser à ce jour sa plus grande expédition à vélo, puisque je pense que les gens ont dû l'entendre dans ma voix et je les encourage vivement à aller voir ce que je fais sur ma chaîne YouTube, mais faire des choses en solitaire, moi les États-Unis l'année dernière c'était en solitaire, moi ce qui me plaît c'est également partager les choses, c'est-à-dire faire vivre à quelqu'un. Et je vais utiliser une phrase d'ailleurs que j'ai utilisée sur la fin de ma traversée des États-Unis l'année dernière, c'est encourager les gens à devenir champions de leur vie. Ça paraît bête
et trivial, mais c'est tellement génial une fois que tu te donnes finalement les moyens de devenir champion de ta vie, et j'essaye de faire en sorte que Greg devienne champion de la sienne. Puisque moi, des traversées continentales, j'en ai fait beaucoup. Je dis pas que j'ai terminé ma vie, puisque les continents, il en reste beaucoup encore à traverser, mais ça procure un enrichissement personnel de voir quelqu'un accomplir quelque chose qui lui paraissait impossible, qui est bien plus grand que toutes les expéditions que tu peux réaliser en solitaire, qui ne sont à la fin que des possibilités renouvelées de se regarder dans un miroir. Et je me trouve pas suffisamment intéressant pour me focaliser sur cette expérience. Je préfère au contraire m'intéresser aux autres. Et quand il y a quelqu'un qui émet l'idée d'avoir un rêve, si je peux contribuer à réaliser son rêve, et qu'en même temps je prenne moi le plaisir de découvrir cette personne, parce que c'est des moments d'intimité extrêmement forts, et d'être au contact de ça, un peu finalement dans le format du mentor que moi j'ai vécu à l'époque où on m'a initié au voyage à vélo. Et je fais un clin d'œil je vais pas citer son nom parce que il le souhaiterait pas, mais je lui fais un clin d'œil à cette personne. Finalement, je fais que renouveler. Je suis un passeur. Je fais que passer le message de ce que j'ai vécu à l'époque, qui est d'encourager quelqu'un à faire quelque chose, comme on a pu m'encourager à un moment donné et me donner les moyens de poursuivre mes rêves. Bah écoute, magnifique message. Je suis convaincu que cet échange encouragera un certain nombre de personnes à minima à se pencher sur le sujet, et je le dis régulièrement en conclusion des épisodes, à oser se lancer finalement dans leur propre projet. Donc un immense merci Axel une fois de plus pour ces partages. C'était passionnant d'en apprendre plus sur ton parcours, tes motivations, tes aspirations, ce que tu essaies de transmettre, et ce que tu transmets, ce que tu as déjà transmis, tu disais, à plus de 4000 personnes sur le Biking Man en particulier. Une fois de plus, s'il y en a qui sont intéressés, foncez dans la description, tous les liens sont là, vers le site du Biking Man, la chaîne YouTube d'Axel, et bien plus. Et puis écoute, je te souhaite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, une excellente préparation de ce gros défi à venir, cette traversée nord-sud du continent nord-américain. Eh bien, merci beaucoup. Je prends toutes les bonnes énergies, parce que quel que soit le degré d'expérience qu'on peut avoir, et c'est ce que j'apprécie au sommet de tout sur la pratique du vélo, rien n'est jamais acquis avec cette machine. Et quelles que soient les jambes que l'on peut avoir, il y a tellement d'incertitudes sur ce type d'expédition et c'est ça la beauté finalement du geste, c'est que on a beau être expérimenté, on peut avoir une défaillance n'importe où, et finalement c'est la métaphore de la vie. On sait jamais quand est-ce que ça s'arrête, on connaît la date de départ. Autant ne pas hésiter et dire qu'il y aura forcément des soucis, et c'est la magie du vélo quelque part, c'est ce qui nous donne. C'est que rien n'est acquis, et que le seul moyen finalement de le savoir, c'est de sortir le vélo dehors et de prendre la poudre d'escampette pour voir si ça marche. Donc allons-y, sortons les vélos. Exactement, tout le monde dehors. C'est ça. Merci beaucoup Axel. Merci à bientôt. Toi Loïc. Et bien voilà, tous en selle. Merci beaucoup d'avoir écouté cet échange avec Axel jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie de partir vous évader à vélo, vous aussi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager cet épisode à un maximum de personnes autour de vous. Vous le savez, c'est l'une des meilleures manières de remercier tous ces invités qui viennent témoigner au micro du podcast. Et pour celles et ceux qui souhaitent s'engager un peu plus, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez soutenir financièrement le podcast. C'est à partir de 1 € par mois. 1 €, c'est le coût de 15 minutes de contenu audio hébergé par le podcast. Donc allez-y, ça se passe sur tipeee.com/les-frappés. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les frappés.